On a la chance ce soir d'avoir Anthony Fardet, qui est chercheur en alimentation préventive et durable à l'INRAE de Clermont-Ferrand et qui a mené des travaux sur les aliments ultra transformés et sur la matrice alimentaire. Et donc, ce soir, il nous présente une conférence dont le titre est « Bien manger et si simple, pourquoi tout compliquer ?» Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, parce que demain c'est la grasse mat, mais c'est aussi une grasse soirée. Donc ça fait 28 ans que je fais de la recherche, principalement à l'INRA, public. Je suis aussi de formation ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech. Et donc je suis chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Le mot le plus important c'est holistique. Je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près ce mot, mais au départ quand j'ai commencé à en parler, c'était un peu compliqué parce que ça faisait appel à des choses un peu ésotériques de l'Asie, mais en fait, c'est un terme qui est très utilisé en sciences. L'alimentation préventive, en fait, c'est de trouver des choses dans l'alimentation, des paramètres qui permettent de vivre longtemps en bonne santé et que vous mourriez en bonne santé. C'est-à-dire que vous mourriez sans être atteint d'une maladie chronique, parce que l'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui en France n'est que de 64 ans, et l'espérance de vie théorique 83, donc on vit 19 ans en mauvaise santé, donc c'est des coûts qui se chiffrent en milliards d'euros pour les soins de santé, sans parler des coûts cachés pour l'environnement. Et on sait qu'avec l'alimentation, on pourrait gagner des années de vie en bonne santé. Donc l'enjeu est considérable, parce que même si on passe de 64 à 67 ans, déjà 3 années de vie en bonne santé, c'est des milliards d'économisés qui peuvent être réinjectés dans la prévention, ou alors pour les gens qui sont aussi malades, parce qu'on peut tomber malade, évidemment. Durable, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que ça veut dire, et puis holistique, je vais vous en parler. J'aime bien rappeler une évidence, nos systèmes alimentaires et l'alimentation, normalement, doivent protéger ce qu'on appelle les 3 dimensions de la vie sur Terre, la santé humaine, la santé animale, bien-être, biodiversité animale, et l'environnement naturel, notamment l'environnement végétal. Or, selon les rapports de la FAO les plus récents, nos systèmes alimentaires, en général sur la planète, ne sont plus durables. Alors, il y en a qui sont durables, mais la majorité n'est pas durable. Et la chaîne agroalimentaire pour nourrir l'humanité, c'est à peu près 30% des gaz à effet de serre, presque un tiers. Donc vous voyez que l'alimentation est un levier. En même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'alimentation est un levier formidable pour améliorer les choses. Et c'est un levier que l'on peut tous activer au quotidien, alors que de lutter contre la pollution environnementale, c'est moins facile quand on est seul. Alors, pourquoi tout compliquer, bien manger est si simple? Alors, on a tout compliqué avec l'approche réductionniste que j'ai très schématisée ici. Si vous voulez, au départ, il y a l'alimentation qui est un acte, avant que les sciences n'arrivent, qui était un acte quotidien, qui impliquait beaucoup de choses, du partage, évidemment de la santé, du plaisir, même de la politique. Les grandes décisions politiques étaient prises souvent autour des repas à l'époque. Voilà, donc c'était un acte qu'on pourrait qualifier de multidimensionnel. Et puis sont arrivées les sciences de la nutrition dans les années 1850 et qui ont appliqué les techniques des sciences physiques et chimiques, qui sont des techniques réductionnistes. Et on va commencer à étudier l'alimentation et on va commencer à fragmenter l'acte alimentaire, ce qui va donner d'ailleurs à l'INRA tous les départements. On a le département transformation, on a le département alimentation humaine, sociologie, etc. Donc on va commencer à avoir une vision en silo de l'acte alimentaire, c'est-à-dire verticale. La nutrition, c'est la science des nutriments, donc on va essayer de comprendre de quoi est fait l'aliment, ce qui est utile évidemment, puisque la découverte des vitamines va sauver des millions de vies. Sauf que, à force d'étudier seulement les nutriments de l'aliment, on va progressivement se détacher de l'aliment et ne considérer l'aliment que comme une somme de nutriments, c'est-à-dire 1 + 1 = 2. Or, dans les sciences de la vie, 1 + 1 n'est jamais égal à 2. 1 + 1 est soit supérieur à 2, c'est la synergie, ou 1 + 1 est inférieur à 2, c'est l'antagonisme. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de mathématiciens dans la salle, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de crise cardiaque. Non, 1 + 1 est toujours supérieur à 2, mais je vous expliquerai pourquoi. Et donc, à force d'étudier que les nutriments, on a fini par oublier l'aliment et ne considérer l'aliment que comme une somme de nutriments. Et finalement, c'est assez logique. Si l'aliment n'est qu'une somme de nutriments, on peut déconstruire l'aliment et en isoler les briques élémentaires. C'est ce qu'on va faire dans les techniques d'ultra-transformation, j'y reviendrai. Ce qui va donner les aliments ultra-transformés. Et là, on a déconstruit 3 dimensions, la structure de l'aliment, sa matrice, l'acte de cuisiner et l'acte de partage, car ces aliments sont souvent prêts à l'emploi et au départ avaient pour vocation d'être mangés de manière isolée.
seul, en déplacement sur le pouce devant un écran. Mais on a été encore plus loin, c'est-à-dire qu'on est passé au repas en poudre. Et là, on a enlevé encore une dimension, la mastication. C'est-à-dire que l'on ne mastique même plus. Et l'étape ultime, en 2100, si on laisse ce réductionnisme alimentaire à l'œuvre, ce sera la gélule, qui contiendra tous les nutriments, mais vous n'aurez même plus besoin de mastiquer, même pas de digérer. Il n'y aura même plus besoin de digérer, puisque les nutriments seront déjà isolés. Donc c'est ça le réductionnisme, c'est-à-dire qu'on réduit un acte multidimensionnel et holistique à quelques parties. Donc on réduit l'acte alimentaire à une somme de nutriments, et c'est ainsi qu'on est passé de la slow à la fast-food, parce que partager un repas comme on l'a fait ce soir, ça peut demander 40 minutes, 45 minutes. En France, on est le pays où on passe le plus de temps à table sur la planète. Et avaler un repas en poudre devant un écran, ça peut demander seulement 5 minutes ou 2 minutes. Donc c'est très rentable, et c'est pour ça que ça vient des États-Unis, où ils ont voulu rentabiliser l'acte alimentaire. Et le meilleur moyen de rentabiliser l'acte alimentaire dans les entreprises, c'était de le réduire à une somme de nutriments. Donc si vous voulez, ce réductionnisme extrême qui voit l'aliment comme une somme de composés, 1 plus 1 égale 2, va donner les aliments ultra transformés, raffinés et puis ensuite fractionnés, recombinés, qui eux-mêmes sont associés à des maladies métaboliques chroniques. Donc par principe de transitivité, si A égale B, B égale C, alors A égale C, et c'est ça qui est très intéressant et pour moi qui a été un peu une révélation entre guillemets, c'est que cette approche scientifique ultra-réductionniste, finalement, génère de la maladie. C'est même pas les ultra-transformés qui génèrent la maladie, mais la cause première, c'est l'approche et la philosophie réductionniste extrême. Et on retrouve ça dans l'élevage intensif, les grandes monocultures intensives, où on génère de la maladie. Dans les monocultures intensives, par exemple, on utilise des phytosanitaires, dans l'élevage intensif, des antibiotiques, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, Edgar Morin parlait de la barbarie du réductionnisme. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris qu'à force de déconstruire un système, on finit par s'en éloigner et on finit par générer de la maladie. Donc, si vous voulez, pour prévenir les maladies métaboliques chroniques, il faut revenir à l'essence de l'alimentation, qui sont ce qu'on a oublié en Occident notamment, qui sont des sciences holistiques par essence, les sciences alimentaires et nutritionnelles. Ce ne sont pas des sciences réductionnistes par essence, contrairement à la chimie ou à la physique. Et donc, pour prévenir les maladies métaboliques chroniques, il faudra avoir une approche holistique ou multidimensionnelle. Et évidemment, on ne pourra pas prévenir les maladies chroniques en mettant l'accent sur quelques nutriments. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire à partir de 2011, pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2021-2022, où on a voulu revisiter toute la chaîne agroalimentaire avec ce nouveau logiciel scientifique holistique, où l'on considère l'ensemble, le tout, qui est supérieur à la somme des parties. Alors, holisme, ça vient du grec holos, qui veut dire tout, complet, entier, dont on retrouve la racine dans hologramme. Un exemple d'hologramme, à part Jean-Luc Mélenchon il y a 3 ans. Enfin, vous comprenez le principe, c'est une image dans son entièreté. Et si on prend par exemple une boule à facettes dans une discothèque, l'approche holistique de la boule à facettes, c'est prendre la boule dans son entièreté. Et malheureusement, ce qu'on a tendance à faire, notamment ce qu'on appelle le greenwashing, c'est qu'on prend qu'une facette de la boule et on améliore la durabilité que d'une facette de la boule et on fait croire qu'on a amélioré la durabilité de l'ensemble. C'est comme dans les aliments où on supprime un seul additif, ou on allège en sucre, ou on enrichit, et on fait croire que l'ensemble est bon. Alors qu'en fait, il faut regarder l'ensemble, et l'ensemble n'est pas forcément bon, et il peut être ultra transformé, même s'il est enrichi ou allégé. Donc, on a appliqué l'approche holistique au régime alimentaire, c'est l'approche des 4V. On a appliqué l'approche holistique pour les scores alimentaires, donc un score qui n'est pas basé sur la composition, mais sur les ingrédients. À l'éducation, au comportement alimentaire, j'aurais pas trop le temps d'en parler beaucoup, mais je vous en dirai quelques mots. Et puis, à l'aliment, l'approche holistique de l'aliment, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice. Et on a publié en 2022 un article qui est un article de position paper, où l'on démontre que les maladies chroniques dans le monde ne sont pas un problème de composition des aliments d'abord, mais d'effet matrice très dégradé. Donc on remet la matrice au cœur de la santé et non plus la composition des aliments. Alors on m'avait demandé d'expliquer l'holisme et le réductionnisme à des collégiens, donc j'ai essayé de trouver... Non, on ne m'a pas demandé, c'est moi qui avais dit j'aimerais bien leur en parler. L'enseignante m'a dit ah non, surtout pas. J'ai dit je vais essayer de trouver une analogie pour comprendre et j'ai pris l'exemple du collier de perles. Si vous voulez, ce collier de perles
a la même composition strictement que la somme du fil et des perles pour un réductionniste, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est vrai. Sauf que le fil joue un rôle essentiel puisqu'il permet aux perles d'être portées autour du cou. Donc, c'est bien le lien entre les parties qui confère la fonction principale. Et dans l'aliment et l'ultra-transformation, on a déconstruit les colliers pour isoler les briques alimentaires, les perles, et ensuite les perles, on les a recombinées entre elles, des perles de différents colliers, pour faire des aliments ultra-transformés, et on a jeté le fil, considérant que finalement le fil n'avait pas d'importance. Or, c'est lui qui joue le rôle essentiel. D'ailleurs, c'est le lien en fait entre les parties. L'approche holistique, c'est s'intéresser au lien entre les parties. Et ne dit-on pas d'ailleurs, le lien c'est la vie, le lien c'est la santé, le lien c'est la résilience. Alors j'aime bien cette image. Vous voyez là, la composition est la même. Sauf que là, il y a du lien. Et donc, vous avez la vie. Là, vous avez la même composition, mais il n'y a plus de vie, c'est-à-dire ce sont des parties mortes. Et l'ultra-transformation, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un aliment de départ et on va le déconstruire en coupant les liens. Et on va recréer des liens artificiels. Et avec quoi on recrée du lien dans l'aliment? Avec des liants, des émulsifiants et des texturants. Alors, l'effet matrice, c'est très important. Je travaille dessus depuis les tout débuts. J'ai fait mon master sur l'effet matrice des fibres. Pour dire les choses très simplement, c'est deux aliments de même composition. L'effet matrice, en fait, c'est deux aliments de même composition, mais qui n'ont pas la même matrice, n'ont pas le même effet physiologique, métabolique et santé sur votre organisme. Par exemple, si vous prenez des amandes entières ou finement broyées, c'est la même composition, mais vous avez une matrice solide pour l'amande entière et pour la poudre d'amande, vous avez une matrice poudreuse. Et pour la poudre d'amande, vous n'avez pas de mastication, donc moins de satiété. Les lipides sont libérés plus vite dans l'organisme et il y a davantage de lipides d'absorbés par votre organisme. Et pourtant, la composition n'a pas bougé. Donc cette matrice est essentielle, et notamment sur la mastication, qui est le premier acte que l'on fait quand on ingère un aliment. Et d'ailleurs, il y a un bouquin qui avait été écrit par un scientifique qui s'appelait « Mastiquer, c'est la santé ». Et c'est vrai, la mastication est essentielle. Cette matrice joue sur la mastication, donc la satiété, la régulation de la prise alimentaire, l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire l'arrivée du sucre dans le sang, et le pourcentage des nutriments absorbés dans l'organisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la biodisponibilité. Par exemple, le calcium dans les produits laitiers n'a pas la même biodisponibilité selon la matrice laitière. Sa biodisponibilité peut varier entre 10 et 50%. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet matrice qu'on peut appliquer à tous les aliments. Donc les conséquences de l'effet matrice sont fondamentales, c'est qu'on ne peut pas interchanger les calories et les nutriments d'un aliment à l'autre. Et une calorie d'un aliment A n'est pas égale à une calorie d'un aliment B. Alors, des fois sur les réseaux sociaux, j'ai vu des influenceurs qui mettent 500 kilocalories de ce repas d'un fast-food est égal à 500 kilocalories d'un plat traditionnel. Mais c'est faux. On ne peut pas interchanger les calories en vertu de l'effet matrice. Donc, on va basculer de la quantité des calories, qui est une approche réductionniste, à la qualité des calories, qui est une approche holistique. Donc, ce qui compte pour la santé, ce n'est pas la quantité de calories, mais la qualité des calories. 1 gramme de fructose dans un fruit entier ou séché n'a rien à voir avec 1 gramme de fructose d'un soda. D'ailleurs, les fruits séchés contiennent 5 fois plus de sucre pour 100 grammes que le soda. Donc, si on vous dit de ne pas manger trop sucré, il faut aller vers le soda. Et non, pourtant, il faut aller vers le fruit séché. Pourquoi? Parce que dans le fruit séché, vous avez des sucres matriciels et naturels. Vous avez de la mastication, des fibres, des minéraux, des vitamines. Dans le soda, vous n'avez plus aucun composé protecteur, vous avez des calories vides. Vous avez une matrice liquide que vous ne mastiquez pas et un produit ultra transformé avec des additifs. Et le fructose est ajouté et provient du maïs. Et d'ailleurs, les sodas sont associés au carie, au surpoids, à l'obésité et l'excès de fructose, du sirop de glucose-fructose au foie gras humain, qui touche beaucoup les Américains d'ailleurs, et entre 20 et 25% de la population adulte européenne. Donc on voit bien que la valeur du nutriment dépend de l'ensemble. Donc il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments, il n'y a que de bonnes et de mauvaises matrices et de bons et de mauvais degrés de transformation. On peut prendre l'image de la voiture. Donc là, je vous ai mis un aliment avec les points noirs qui sont les nutriments et qui sont liés entre eux.
Et les liens entre les nutriments confèrent ce qu'on appelle une matrice alimentaire. Dans cet aliment brut ou peu transformé, la matrice est préservée, les nutriments sont bénéfiques pour la santé. C'est pour ça que j'aime bien dire, la matrice gouverne, les nutriments obéissent. C'est comme une diligence, les chevaux, c'est les nutriments, et la diligence et le cocher, c'est la matrice. Si la matrice est de qualité, les chevaux iront dans la bonne direction. Par contre, si le cocher ne connaît pas son métier, par exemple, ou il n'y a pas de cocher, les chevaux sont toujours là, donc la composition est la même, mais ils peuvent aller dans tous les sens. Et le devenir métabolique des nutriments est modifié. Donc, si on prend une voiture qui a la matrice et les passagers, les nutriments, une voiture en bon état, même si elle est moche, comme un légume moche, eh bien, amèneront les passagers à bon port, au bon endroit et en bonne santé. Si on ultra-transforme cet aliment, c'est-à-dire qu'on va casser des liens, et on va aussi créer de nouveaux liens que peut-être notre organisme ne reconnaît pas, comme les aminos modifiés, par exemple, ou avec des liants et des texturants, des émulsifiants. On rajoute beaucoup de composés isolés, des arômes, des isolats de fibres, de protéines. Eh bien, pour ce même aliment qui est ultra transformé, les nutriments peuvent devenir cette fois-ci délétères pour la santé humaine. Donc la valeur des nutriments dépend de l'ensemble et il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments par essence. Si vous entendez dire qu'il y a des bons et des mauvais nutriments, c'est une approche réductionniste mais qui est erronée. Donc si on prend une voiture, c'est comme si on avait une voiture qu'on va repeindre pour lui donner une belle apparence, une belle couleur avec des colorants, mais le fond est abîmé, c'est-à-dire par exemple les freins sont défectueux, les passagers n'arriveront pas à bon port et il peut y avoir des accidents et même des blessés. Donc vous avez beau rajouter des passagers dans la voiture pour faire des aliments enrichis ou enlever des passagers pour faire des aliments allégés, si le fond est mauvais, ça ne change rien à la donne. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les sodas 0% sucre, qui sont totalement allégés en sucre et qui sont presque même pires pour la santé que les sodas normaux. Par exemple, si on prend l'exemple des glucides, on peut prendre l'image du barrage et du lac. Le lac, c'est des glucides, donc la composition, et le barrage, c'est la matrice. La matrice est de qualité, le barrage est en bon état, l'eau est régulée. Donc quand l'eau est régulée, vous avez de l'électricité, de l'irrigation et de l'eau potable. Cette fois-ci, le barrage cède, c'est-à-dire la matrice est déstructurée. Toute l'eau du lac jaillit d'un coup. Et pourtant, vous voyez, la composition n'a pas changé. Et bien, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des inondations, des noyades et plus d'électricité, plus d'eau potable. Et c'est ce qu'on observe très bien avec les glucides. Plus la matrice est dégradée, avec les féculents, plus la matrice des féculents ou des céréales est dégradée, plus l'index glycémique augmente, parce que le sucre jaillit beaucoup plus rapidement dans l'organisme et arrive dans le sang très vite, donnant des index glycémiques plus élevés. Et pourtant, la composition est la même. Donc je pense que d'un point de vue académique, on s'est trop longtemps focalisé sur le lac et la composition pour expliquer les choses, alors il aurait fallu d'abord se focaliser sur la qualité du barrage, qui va dépendre du degré de transformation. Donc qu'est-ce qu'un aliment sain? L'ancien paradigme réductionniste voit l'aliment sain comme un aliment équilibré sur le plan nutritionnel. Pourtant, il n'existe aucun aliment équilibré nutritionnellement, hormis le lait maternel. Si l'on vous dit de manger varié, c'est tout simplement parce que tous les aliments sont déséquilibrés. Parce que s'il y avait un aliment équilibré nutritionnellement, il suffirait d'une seule monoculture sur toute la planète et on mangerait le même aliment toute notre vie. Seul un régime alimentaire peut être équilibré d'un point de vue nutritionnel sur une semaine, mais pas un aliment. Donc on ne peut pas choisir un aliment sur la composition, mais plutôt sur la liste des ingrédients. Donc nous, ce qu'on a proposé comme définition, qui est de plus en plus partagée, c'est qu'un aliment sain est un aliment dont la matrice est la plus préservée, c'est-à-dire la moins transformée pour être à la fois comestible, bon et sûr. Ayons une observation empirique toute bête. Pourquoi avons-nous des dents et un système digestif? Tout simplement pour déconstruire les matrices. Je dirais qu'on n'a même pas besoin d'aller plus loin pour démontrer l'importance de l'effet matrice, car si l'effet matrice ne comptait pas, eh bien, il suffirait de s'injecter les nutriments dans le sang ou nous serions nés sans dents et sans système digestif. Tout simplement. Les enzymes digestives, qu'est-ce qu'elles font? Elles coupent les liens entre les nutriments pour que les nutriments soient justement absorbés par notre organisme. D'ailleurs, les insuffisants pancréatiques sévères qui n'ont pas assez d'enzymes pour déconstruire les matrices sont nourris avec de la nutrition entérale ou parentérale, où les nutriments ont déjà été isolés en amont, c'est-à-dire qu'ils n'ont déjà plus de matrice en amont.
Donc ça, voilà, c'est un peu le réductionnisme qui a tout compliqué parce qu'en raisonnant par nutriments, on finit par créer de la confusion et comme j'aime à le dire, on ne sait plus à quel nutriment se vouer. Donc on a voulu simplifier les choses tout en restant solide scientifiquement et donc on a élaboré en 2015-2016 la règle des 3 V et en 2024 on a rajouté un 4e V qui est un indicateur tout simple, facile d'accès, d'application au quotidien, qui est vivant, vrai, végétal, varié. Et ce que j'essaye de vous démontrer, c'est qu'en adoptant une approche holistique, les choses deviennent assez simples et non contradictoires, parce que c'est l'essence même de l'alimentation. C'est un peu comme si vous étiez perdu dans une forêt, vous ne trouvez pas votre chemin, parce que vous êtes un peu réductionniste, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous prenez une montgolfière, vous prenez de la hauteur, et vous voyez, les choses s'éclaircissent et deviennent limpides. Donc, comment avons-nous élaboré les 3 V? Donc, on s'est demandé, en fait, notamment avec un collègue chercheur de mon labo, quelles sont les règles génériques et universelles qui régissent la relation entre l'alimentation et la santé globale. On connaissait le ratio produits animaux sur végétaux, végétal, et la diversité variée. C'était connu et démontré scientifiquement. Est apparu le degré de transformation avec la classification NOVA, qui a été mise en avant de manière plus prégnante. Et donc, on s'est dit, c'est le chaînon manquant. S'il n'y a pas la transformation et qu'il n'y a que les 2 premières règles, ça ne marche pas. Parce que s'il n'y a pas le degré de transformation, vous allez végétaliser dans des produits ultra transformés. Et d'ailleurs en France, plus vous mangez végétal, plus vous mangez ultra transformé. Les végétariens, les végétaliens, plutôt, sont les plus gros consommateurs d'aliments ultra transformés que les omnivores. Et donc, cette règle est fondamentale parce que des 3 dimensions, comme on va le voir, c'est la plus importante des 3. Donc, c'était en fait le chaînon manquant et la pièce manquante du puzzle. Il y a des calculs scientifiques qui ont montré qu'en tendant vers un régime de ce type, c'est-à-dire avec des aliments plus bruts, moins transformés, plus végétales et plus variés, on pourrait prévenir sur le papier, évidemment, c'est théorique, 11 millions de décès prématurés par an dans le monde, c'est-à-dire à peu près un décès sur 5 ou un décès sur 6, sachant que chaque année sur la planète, environ 55 à 60 millions de personnes décèdent. De maladies chroniques pour 75%, le reste étant évidemment les accidents de la route, les suicides, les guerres, etc. Ou les maladies infectieuses. Je vais plutôt insister sur le vrai, parce que c'est la plus compliquée des 4 dimensions et la moins connue et la plus émergente. Avant les techniques d'ultra-transformation, l'humanité utilisait 4 types de traitements technologiques, thermiques, à la fois au niveau industriel et en cuisine, mécanique, fermentaire, et l'ajout d'ingrédients pour conserver comme le sucrage et le salage. Avec ces 4 types de traitements, on n'a jamais observé avant-guerre un tel niveau de pandémie mondiale de maladies chroniques. Alors, il y avait des maladies chroniques, évidemment, mais c'était plutôt dans des situations de niche. Après-guerre, arrivent les techniques d'ultra-transformation où on va beaucoup plus loin que là, d'où le mot « ultra ». En quoi on va plus loin? C'est qu'on déconstruit totalement les matrices pour isoler les briques élémentaires par fractionnement. Un peu comme le pétrole, on parle de cracking alimentaire. On fait des synthèses enzymatiques et chimiques, qui sont aussi des techniques d'ultra-transformation, par exemple une graisse hydrogénée, des hydrolysats de protéines, par exemple, ou des sirops de glucose-fructose, et d'autres techniques comme la cuisson, extrusion et le soufflage, qui sont aussi récentes, plutôt fin des années 70, début des années 80. C'est ce qu'on appelle les techniques d'ultra-transformation. Et donc, la vraie question que se posent les scientifiques sur ce sujet, ce n'est pas la transformation en tant que telle, mais quel degré de transformation est compatible avec la santé humaine et planétaire? Et la réponse que l'on commence à avoir, c'est que ce degré qui n'est plus acceptable, c'est les techniques d'ultra-transformation. Alors, ça vient de la classification NOVA, donc ça fait débat, vous vous en doutez. C'est un débat qui est planétaire, évidemment. Mais en tout cas, il s'est imposé au niveau mondial, force est de le constater. D'où vient cette classification? Ces 3 épidémiologistes, dont Monteiro en tête, brésilien, dans les années 2000, faisaient des enquêtes dans les foyers brésiliens et ils ont fait une observation très intéressante, c'est que les foyers brésiliens où il n'y avait pas d'huile et de sucre de table, c'était là où il y avait le plus de diabète et d'obésité. Ce qui est paradoxal puisque les gens ont tendance à associer le sucre à l'obésité et au diabète. Donc ils se sont demandé pourquoi et ils se sont rendus compte que dans ces foyers, ils consommaient 100% industriel et des plats préparés, qui contiennent aussi des sucres cachés, évidemment. Et donc, ça leur a mis la puce à l'oreille parce que
quand il y avait du sucre et de l'huile de table, ça soulignait que le foyer continuait à cuisiner par lui-même, avec des aliments bruts ou peu transformés, frais. C'était ça en fait. Et c'est là qu'ils se sont dit, eh bien, il faut peut-être reclasser les aliments non plus selon les groupes classiques ou la composition, mais selon le degré de transformation. Alors, vous pourrez voir dans votre cuisine si vous reconnaissez ces 4 groupes. Le groupe Innova, c'est les aliments bruts ou peu transformés. Il n'y a qu'un aliment. Ça peut être un lait pasteurisé, des fruits frais, par exemple. Les ingrédients culinaires traditionnels qu'on utilise à la maison, mais qui ne se mangent pas tels quels, comme le sel, le poivre, le beurre, l'huile, etc. Et quand vous ajoutez les ingrédients culinaires au groupe 1, vous avez Nova 3, les aliments transformés, qui correspondent à ce que vous faites à la maison. Les plats des terroirs, donc par exemple, nous en Auvergne, c'est la truffade. Ici, je ne sais pas ce que vous avez comme spécialité. Et puis, 30% des aliments industriels à peu près en France. C'est-à-dire que 30% de l'offre industrielle n'est pas ultra-transformée. Donc, vous voyez bien que l'ultra-transformation n'est pas du tout un discours anti-industriel, puisqu'il y a des industriels qui font de la très bonne transformation. C'est plutôt un message qui dit, avec l'ultra-transformation, on a dévié. Il faut revenir à des choses plus simples. Et enfin, le groupe 4 des ultra-transformés, qui ont des listes d'ingrédients à rallonge, avec des ingrédients d'origine strictement industrielle. Et ils se sont rendus compte que ces ingrédients, la plupart d'entre eux, avaient pour but de modifier les propriétés organoleptiques de l'aliment, c'est-à-dire goût, couleur, arôme et texture. Et donc en 2014, le guide brésilien, qui est le PNNS brésilien, est le premier guide holistique et qualitatif qui ne parle quasiment pas de nutriments. Car finalement, on n'a pas vraiment besoin de connaître les nutriments pour bien manger, pour soi et la planète. Et il propose pour la première fois des pyramides technologiques qui sont, je pense, beaucoup plus efficaces pour voir la santé et la planète que les pyramides que l'on connaît, alimentaires. Par exemple, le poisson. Si vous achetez un poisson frais demain au marché de Florac, vous avez un poisson Nova 1. Si vous achetez des conserves, des sardines à l'huile, c'est Nova 3, puisque vous avez ajout d'huile et de sel, plus apertisation, donc ingrédients culinaires plus poisson, Nova 3. Mais vous êtes d'accord, on reconnaît toujours la matrice poisson et on peut compter le nombre de poissons. Si l'on bascule dans les nuggets de poisson, on est d'accord qu'on ne reconnaît plus le poisson. Donc la matrice a été très dégradée. D'ailleurs, pourquoi les industriels refont les poissons panés en forme de poisson ? On s'est tellement éloigné de l'aliment de départ qu'il faut rappeler aux enfants d'où ça vient. Et dans votre nuggets de poisson, ce n'est pas forcément les produits les plus nobles de la chair de poisson, ça peut être des sous-produits. Et dans un nugget, vous avez peut-être la chair de 100 poissons différents, pas forcément un seul. Et puis pour donner une belle apparence au tout et que ce soit bon, on rajoute des sucres cachés, des arômes, des texturants, etc. Vous pouvez faire l'exercice pour tous les aliments qui existent, comme le maïs ici, l'ananas, etc. Mais demain, je détaillerai plus. Donc, c'est quoi un aliment ultra transformé ? C'est un aliment qui contient au moins un agent cosmétique que nous, on a appelé des marqueurs d'ultra transformation ou MUT. Mais le mot-clé de l'ultra transformation, c'est cosmétique. C'est-à-dire que s'il y a un additif de conservation, ça n'est pas de l'ultra-transformation. Alors, ça ne veut pas dire que les additifs de conservation sont tous sûrs, mais c'est une autre problématique. Si vous voulez, dans les additifs, il y a les additifs cosmétiques, plus de 80%. Là, c'est de l'ultra-transformation. Les additifs de conservation et les additifs nutritionnels pour ajouter des minéraux, des fibres et des vitamines. Donc, le mot-clé, c'est cosmétique. Et par définition, le cosmétique n'est pas indispensable. Et donc, moi, j'aime bien parler, dans l'ultra-transformation, d'une forme de chirurgie esthétique des aliments pour leur redonner une seconde vie. Ces agents cosmétiques servent à imiter, exacerber, masquer ou restaurer goût, couleur, arôme et texture. Mais il peut aussi s'agir de procédés technologiques très dénaturants comme la cuisson-extrusion et le soufflage. Donc, la grande question, et on bascule dans le pratico-pratique maintenant. Donc là, j'ai posé un peu les bases théoriques. Quels sont ces MUT, ces marqueurs d'ultra-transformation ? Donc, les 3 premiers, vous pouvez les trouver sur l'emballage. Les additifs cosmétiques, donc il y en a 3, modificateurs de goût, colorants et texturants, les arômes, de synthèse naturelle, extrait d'arômes, et tout le reste, c'est-à-dire qui n'est ni arôme ni additif cosmétique. C'est les sirops de glucose, les sucres invertis, les polydextroses, les graisses hydrogénées, les isolats de lactosérum, de gluten, etc., qui sont issus du cracking, évidemment. Les additifs cosmétiques, c'est moins de 40% de tous les MUT. Et les plus utilisés des MUT, c'est les arômes et le sirop de glucose. Donc vous voyez qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a un additif, c'est forcément ultra transformé. Ça n'est pas forcément vrai.
Et enfin, ça n'est pas sur l'emballage, mais la cuisson, extrusion et le soufflage. Alors le soufflage, ça donne votre galette de riz blanc soufflé, donc là, elle est ultra transformée, ou les pop-corn industriels. Et la cuisson, extrusion, ça donne toutes ces formes rigolotes. Alors, pourquoi moi je parle de faux aliments? Parce que on est d'accord qu'on est très loin du grain de blé. Est-ce que dans la nature, il y a des céréales rondes, trouées, violettes et poreuses? Non. Donc, vous voyez pourquoi je parle de matrice dégradée et artificialisée et on parle d'agents cosmétiques? Là, c'est très clair. L'enfant, quand il met ça sur la langue, il n'a même plus besoin de mastiquer, ça fond quasiment sous la langue. Et nos enfants mastiquent de moins en moins. J'ai discuté avec un dentiste qui m'a dit la même chose. Et c'est un vrai problème pour la satiété et le développement de la mâchoire et des dents. Le cracking, alors, rapidement, parce que le temps passe vite. Pardon. Donc, en gros, il y a très peu d'aliments qui sont craqués sur la planète. Donc, il y a une très faible biodiversité associée à l'ultratransformation. Et pour la petite histoire, la FAO a publié que 12 variétés animales et végétales, seulement 12, fournissent plus de 50% des calories à l'humanité tout entière. Donc, la matrice est en gris, donc on déstructure les matrices. C'est pour ça qu'on parle d'ultra, parce qu'on va beaucoup plus loin que les autres traitements habituels. Et ensuite, on recombine les briques élémentaires entre elles pour faire des faux aliments, ou on les ajoute à des vrais aliments pour amplifier une couleur, exhauster un goût, etc. Par exemple, votre grain de blé, maintenant, il est plus rentable de vendre des parties séparées ou les marqueurs d'ultra-transformation du grain de blé que le grain de blé de départ. C'est-à-dire, il est plus rentable de vendre les parties de l'aliment que l'aliment. Alors, au début, il y a un traitement mécanique qu'on connaît depuis la nuit des temps, qui est le raffinage, qui va donner le germe, la farine et le son. Et c'est ensuite qu'intervient l'ultra-transformation. La farine est séparée en gluten et amidon, qu'on trouve dans de très nombreux aliments. Le pain de mie, il y a pratiquement toujours des isolats de gluten, les pains surgelés, par exemple, certaines sauces. L'amidon, on en trouve un peu partout. On peut le modifier pour faire de E1400, amidon modifié. Et ensuite, on peut le dégrader en sirop de glucose, maltodextrine, dextrose. On peut l'hydrogéner en sucre-alcool ou faire du caramel colorant qu'on va trouver, par exemple, dans des charcuteries ou le Coca-Cola. Et pour la petite histoire, votre Coca-Cola, s'il n'y a pas de caramel colorant, il est transparent. Donc, vous voyez, on fait la même chose pour le lait, qui est extrêmement craqué aussi, le pois, le soja, etc. Et la cuisson-extrusion, qui donne tous ces snacks très rigolos, avec des textures friables et peu masticables, ou des céréales du petit déjeuner pour enfants. Vous mettez un mélange de farine, d'eau et d'agents cosmétiques et plein de choses à l'entrée de la vis sans fin. Et ensuite, avec une très forte pression, une très forte température, eh bien, quand ça arrive à l'air libre, vous avez une expansion. Et vous mettez ensuite le moule avec la forme que vous souhaitez pour avoir toutes ces formes très attractives, notamment pour les plus jeunes. Mais malheureusement, cette cuisson-extrusion transforme les féculents en quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du sucre. Le fondateur de Nova parle de malbouffe de très haute qualité, ce qui est un oxymore. Pourquoi? Parce que c'est une très haute qualité marketing, comme on le voit ici. Les emballages sont très jolis, très colorés, très élaborés, mais ça reste sur le fond de la malbouffe. Et donc, pourquoi le concept d'ultra transformé va beaucoup plus loin que la malbouffe? Parce que la malbouffe, bon, tout le monde voyait à peu près ce que c'était, mais il n'y avait pas vraiment de définition scientifique. C'était le trop gras sucré salé, les fast-food, etc. Mais l'ultra-transformation va beaucoup plus loin et a rempli un trou scientifique dans le sens où elle va démasquer les tromperies, c'est-à-dire des aliments que vous croyez sains, comme enrichis, allégés, ou même des steaks végétaux, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Donc c'est pour ça que le concept est beaucoup plus fort et beaucoup plus robuste. Après, en supermarché, vous avez d'autres caractéristiques, donc des emballages très colorés, on l'a vu, on le voit très bien ici dans ce rayon d'ultra-transformé ou pour les enfants. Des promotions sont souvent le signe de l'ultra-transformation, le suremballage également, et les mascottes pour les enfants qu'on voit ici, par exemple des oursons. Ça marche très très bien, les enfants n'achètent des fois les aliments que pour la mascotte. Un marketing agressif auprès des plus jeunes, et on a publié un article où on a calculé sur plus de, je crois, 25 000 ou 30 000 aliments ultra-transformés, aliments industriels, qu'au-delà de 5 ingrédients, c'est-à-dire 6 et plus, vous avez 3 chances sur 4 à minima que l'aliment soit ultra transformé. Donc c'est un indicateur qui n'est pas absolu, mais qui peut permettre de se poser des questions. Attention, le bio, le sans gluten et le végétalien peut être très ultra transformé. Plus de 90% des produits industriels sans gluten sont ultra transformés.
Donc on voit bien que le concept va plus loin que la malbouffe, parce que ça, c'était pas considéré avant comme de la malbouffe. Par exemple, ce nuggets de poulet générique, je vous ai mis en vert et rouge les agents cosmétiques. Ce qui est le plus surprenant, c'est le nombre de sucres qu'il y a dans ce produit, alors il ne devrait pas y en avoir. Le dextrose, c'est du glucose pur. Sucre caramélisé, et l'amidon isolé sans matrice, on parle de composés amatriciels ou acellulaires, eh bien, est très vite digéré puisqu'il n'a plus de matrice, donc il n'y a rien qui peut empêcher l'hydrolyse. Alors, moi j'appelle ça les croquettes pour enfants parce que j'ai un chat qui a la même gamelle. Et en fait, ça, c'est plus des céréales, c'est une confiserie. Donc, donner ça tous les matins aux enfants, c'est catastrophique. D'abord, il n'y a même plus de mastication, hein. On va dire les choses telles qu'elles sont, surtout quand le lait est mis dedans. Ça se transforme très vite en bouillie. Mais surtout, vous voyez tous ces sucres, sirop de glucose, sucre pur, extrait de malt d'orge, sucre rapide, sucre. Donc, il y a 1, 2, 3 fois le sucre. Et vos féculents, même le blé complet, comme c'est cuit, extrudé, index glycémique très élevé, souvent c'est supérieur à 80, ce qui est très élevé. Donc en fait, ce qui est présenté comme des céréales, donc les gens se disent c'est des céréales, c'est du blé complet, c'est bon pour mes enfants, ben non, il ne faut pas y aller, parce qu'il faut regarder l'ensemble, et pas seulement une partie du tout. Par exemple, là vous avez de la chimie comestible Nutri-Score. Par exemple, votre steak végétal, il n'y a que deux ingrédients que vous pouvez utiliser en cuisine, même qu'un, le vinaigre. Après, c'est que des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, si vous avez envie de manger ça, bah, je vous le laisse. J'appelle ça de la chimie comestible. Et encore est-elle comestible parce qu'on est en train de se rendre compte, par exemple, que la méthylcellulose pourrait être pro-inflammatoire. Cette boisson Nestlé Wunda, eau, premier ingrédient, sucre, deuxième ingrédient. Et quelle est l'astuce des industriels pour avoir un bon Nutri-Score? Bah, ils rajoutent des protéines, des isolats de protéines et de fibres qui sont des marqueurs d'ultra-transformation et qui sont bien notés et qui permettent de masquer le sucre. Quelques chiffres à retenir. 1/3 des calories en France des adultes sont ultra-transformées et chez les enfants, 46%, presque 1 sur 2. Donc on voit bien que les enfants sont les premières cibles. Ça se voit très bien ici. L'offre pour enfants est beaucoup plus ultra-transformée. Alors si vous allez en grande et moyenne surface, l'offre industrielle étiquetée emballée avec code barre, c'est 70% des aliments à peu près. Et en bio, c'est 50% de l'offre industrielle. Si on prend le frais de vrac en bio, c'est 27% du CADI. C'est une étude de l'INRA qui a été publiée en 2017, je crois, 2018. Donc vous voyez que l'ultra-transformation est partout et est très dominante, notamment dans l'offre industrielle. Alors, quelques mots chez les enfants, parce que c'est quand même eux les premiers concernés, et c'est là que les habitudes et les goûts alimentaires se forment. Donc, ils sont très ciblés. Alors, vous voyez toutes ces mascottes, hein, on les voit bien ici, il y en a partout, partout. Et ça marche très, très bien. Les lions, les héroïnes du moment, les héros de Walt Disney, etc. Les distributeurs, c'est quasiment 100% ultra transformé, et ça arrive même sur les tablettes des enfants. Là, je vais passer. Juste, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on voit bien que l'offre industrielle pour enfants est plus ultra transformée. Déjà là, au niveau de la couleur, pour les rayons adultes et enfants, pour un même produit, là, les céréales du petit déjeuner, les biscuits. On voit, je pense que d'où vous êtes, vous voyez bien que c'est plus coloré pour les enfants. D'ailleurs, si vous prenez un muesli, l'emballage du muesli est beaucoup plus sobre qu'un Choc-à-Pic, un Miel Pops ou un Cheerios. On est d'accord, hein? Moi, j'achète des muesli Bjorg, je peux vous le dire. L'emballage, il est blanc, enfin, il est assez sobre. Par contre, si vous prenez du Choc-à-Pic, on est loin de la sobriété. Et ensuite, si vous prenez cette fois-ci un même aliment enfant-adulte, par exemple un snack McCain enfant à droite, adulte à gauche, céréales du petit déjeuner, pâte à tartiner, fromagère, eh bien, vous remarquerez, de toute façon, vous aurez le PowerPoint, vous pourrez lire dans le détail, mais qu'il y a plus de marqueurs d'ultra-transformation dans l'offre pour enfants. On voit bien que les listes sont plus longues ici, ici et ici. Donc, l'offre pour enfants, ce qui est tout à fait fou quand on y pense et paradoxal, est de moins bonne qualité, l'offre industrielle, que pour les adultes. Là, je vais passer. On avait calculé une analyse d'une journée type d'un enfant de 6 ans. Alors, on a un peu forcé le trait, mais on est resté conforme au PNNS et aux recommandations du GMRCN, donc équilibré d'un point de vue nutritionnel. Et c'est pour vous montrer que l'équilibre nutritionnel est largement insuffisant pour rester en bonne santé s'il n'y a pas le degré de transformation. Par exemple, je peux vous donner 100% d'aliments ultra transformés
est enrichi en fibres, minéraux, vitamines. Je vous mets de la poudre de minéraux, fibres et vitamines. Vous n'aurez aucune carence. Mais vous pourrez faire un diabète et une obésité. Donc l'équilibre nutritionnel est totalement insuffisant, n'est qu'une petite partie de l'ensemble, et il faut sortir du tout nutriment. Il prend des céréales du petit déjeuner, par exemple du choc à pic. En cantine, on va dire que c'est plutôt un prestataire privé, puisque c'est là où il y a le plus d'ultra transformés, notamment dans les desserts, les entrées et les sauces. Le goûter, c'est très ultra transformé en France, à plus de 80%. Et mettons que les deux parents travaillent, ce qui est très fréquent aujourd'hui, ils font des plats préparés. Et on a calculé que l'enfant pouvait très bien manger 40 additifs par jour et 72% de l'apport énergétique total ultra transformé. Donc imaginez un enfant qui consomme plus de 40 additifs par jour entre 3 ou 6 et 15 ans. On a très peu de recul, notamment sur l'effet cocktail à long terme. Donc vous voyez bien que ces recommandations du GMRCN sont insuffisantes car elles sont trop réductionnistes. Elles ne sont pas assez holistiques. Alors, en ce qui concerne la santé humaine, à ce jour, on a plus de 280 études épidémiologiques, alors de qualité évidemment hétérogène, il y en a qui sont plus robustes que d'autres, on est bien d'accord. Mais enfin, si on fait la synthèse, notamment il y a plus de 40 revues de synthèse, et qu'on compare les gros et les petits consommateurs, chez les gros consommateurs, on a tous ces risques de maladies augmentés, et l'évidence scientifique est la plus robuste pour la dépression, c'est-à-dire que c'est bien démontré, plus on mange ultra transformé, plus le risque de dépression augmente. C'est bien démontré pour l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires notamment. Et le plus grave, c'est la mortalité précoce, toutes causes confondues. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toutes les fonctions physiologiques sont touchées, et une étude récente d'intervention a montré que la fertilité masculine aussi était touchée. Et quelle que soit la population étudiée sur le globe, on a les mêmes maladies qui apparaissent à partir du moment où ils se mettent à manger ultra transformé, par exemple des populations indigènes du Nord-Canada. Ici, c'est une simulation, une modélisation du risque de mortalité, toutes causes confondues, en fonction de l'apport en calories ultra transformées de 5 en 5. Donc, vous voyez, on a une ligne droite qui ressemble un peu à celle du tabac et de l'alcool, d'ailleurs. Donc, ce qui montre que, bon, il y a une question que les scientifiques se posent, on n'a pas la réponse, c'est quel est le seuil à ne pas dépasser pour qu'il n'y ait pas de risque par précaution. Nous, on avait commencé à proposer 15% maximum en se basant seulement sur l'obésité. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est cette courbe pour toutes les maladies chroniques et puis prendre le plus petit dénominateur commun. Et intuitivement, pour l'instant, on voit bien que c'est probablement pas dépassé 10 à 15%, on va dire 10%, c'est-à-dire 1 à 2 produits par jour maximum. Les mécanismes en cause, je ne vais pas insister parce que le temps passe plus vite que je ne pensais et j'ai quand même d'autres choses à dire et puis j'y reviendrai demain. Par contre, je voulais insister sur l'ultra-transformation et la santé planétaire, parce que non seulement ils sont délétères pour la santé humaine, mais alors c'est un travail qu'on a publié en 2020, où on a regardé le lien entre une massification mondiale des ultra-transformés et les différentes sécurités alimentaires, sanitaires, environnementales, santé et socio-économiques. Alors là aussi, vous pourrez décortiquer chaque case, mais pour faire simple, l'ultra-transformation répond très bien aux sécurités alimentaires et sanitaires. Ça veut dire quoi? La sécurité alimentaire, c'est des aliments accessibles. Les ultra-transformés sont accessibles partout. Hier, j'étais en cours en IUT de diététique. Dès l'entrée de l'IUT de diététique, distributeur d'ultra-transformés. Donc, c'est quand même paradoxal. Vous en avez dans les métros, dans les gares, les aéroports. Donc, ils sont très accessibles. Et ils sont très sûrs. Sanitairement, c'est le top. Mais à quel prix? Si vous mettez une canette de soda sur votre frigo, dans 1 an, si vous ne l'avez pas ouverte, elle est comestible. Enfin, au niveau sanitaire, il n'y a pas de risque. Mais ça a été fait au détriment des 3 autres sécurités. Santé, on l'a vu. Environnementale, parce que c'est associé à la déforestation, aux monocultures intensives, à la pollution plastique, aux gaz à effet de serre. Parce que vous imaginez bien que de prendre un aliment en monoculture intensive très polluante, conventionnelle, le déconstruire par les ingrédientistes qui les revendent à des multinationales et qui elles-mêmes inondent la planète avec des aliments qui parcourent des centaines de kilomètres, ça coûte bien plus cher en énergie, notamment le cracking, purification, extraction par des solvants, que de prendre un aliment local et de le transformer directement chez soi.
Et enfin, la sécurité socio-économique qui est moins connue mais qui est menacée, c'est-à-dire que ces aliments ont pour vocation à remplacer les vrais aliments. Et ça, c'est assez dramatique parce que dans les pays notamment en développement et émergents, ces aliments hyper standardisés se substituent progressivement aux plats locaux, auprès des plus jeunes, les éloignant de leurs plats locaux et traditionnels. On parle de Montero, le fondateur, parle de colonisation alimentaire. Et enfin, inégalité sociale, parce que dans nos pays, c'est les plus pauvres qui les consomment le plus et qui sont les plus à risque d'obésité et de diabète. Alors, le végétal, la règle des 3 V, ce n'est pas une règle 100% végétale, c'est une règle flexitarienne, puisque c'est ce que soutient la science, c'est-à-dire consommer moins de produits animaux, mais de meilleure qualité. Donc, en France, on est dans le top 10 des plus gros consommateurs de produits animaux au monde, donc n'ayons pas peur des mots, on est des gros viandards. On en consomme à peu près 2 fois trop, car pour faire très simple, on est plutôt à 40% de calories quotidiennes, alors que 20% serait suffisant. Et donc, il faudrait diviser par 2, arriver à 3 portions par jour, ce serait suffisant, et avoir plus de protéines d'origine végétale. Et par quoi remplacer cet excédent de produits animaux, souvent de mauvaise qualité et d'animaux en intensif, donc souffrance animale? Nous, ce que l'on conseille, plutôt, alors les fruits et légumes évidemment, mais plutôt les grains et graines complètes qui sont sous-consommés en France à moins de 14 grammes par jour, notamment céréales complètes, légumineuses et les fruits à coque ou graines oléagineuses, c'est-à-dire amandes, noix, noisettes, qui sont aussi des sources de protéines méconnues. Alors, il n'y en a pas des tonnes, mais il y a des protéines, notamment dans les noix, les noisettes, etc. Ces 3 aliments sont très intéressants parce qu'ils ne sont pas si chers que ça, d'ailleurs. Ils se conservent longtemps, puisqu'ils ont leur propre emballage, un emballage naturel, hein, fruits à coque, emballage naturel, la coque, ce n'est pas du plastique, c'est une coque. Et ils sont complémentaires. Les céréales complètes, c'est les fibres et les glucides complexes, les légumineuses, les protéines, et les graines oléagineuses, les lipides. Donc, on a vraiment un trio gagnant, et il y a une marge pour augmenter la consommation de ces aliments qui est gigantesque. Il faut savoir qu'en France, si vous regardez les études INCa de l'ANSES, adultes et enfants confondus, plus de 80% des céréales qu'on consomme sont raffinées. Donc on mange très peu complet et on ne mange pas assez de fibres puisqu'on a 19 grammes par jour au lieu des 30 recommandés. Le varié, tout le monde sait ce que veut dire manger varié. Donc on mange varié, je le rappelle, parce que tous les aliments sont déséquilibrés. Donc il faut bien rééquilibrer le régime. Donc l'idée, c'est plutôt de consommer, par exemple, au sein des céréales, peut-être dans la semaine, 3 céréales différentes. Un blé complet, un riz complet, et pas du riz blanc, un riz complet, et par exemple du maïs ou de l'épeautre, ou ce qu'on appelle des pseudo-céréales, comme le quinoa, par exemple. Enfin, le principe du varié est bien connu, je ne vais pas insister. Alors, le vivant qui a été rajouté, parce que je travaille aussi avec Michel Duruc, qui est directeur de recherche honoraire à l'INRA, et qui m'a dit, Anthony, tu dis varié si possible, bio-local et de saison. Il disait que c'était un peu réducteur, bio-local et de saison. Surtout que le local n'est pas toujours forcément plus durable. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce soir, mais j'ai aussi approfondi cette question. Donc il m'a dit, moi je propose vivant dans le sens d'une agriculture qui régénère le vivant, une agriculture régénératrice qui protège la vie. Et j'ai dit, ok, banco Michel, c'est une très bonne idée parce qu'on peut manger 3V conventionnel ou 3V vivant. Donc c'est quoi l'agriculture régénératrice? C'est toutes les techniques d'agriculture qui protègent les systèmes alimentaires, donc l'agroécologie, le bio, ça peut être l'agroforesterie, enfin il y a pas mal de techniques sur la planète qui existent. Et donc ça vous donne, vous voyez, une pyramide avec 4 pointes. Le bas, c'est pour le régime, et le haut, c'est pour le mode de production. Et donc c'est vivant, vrai, végétal, varié. Et ça donne, alors peut-être s'il n'y a qu'une diapo à retenir ce soir, c'est celle-ci, parce que pourquoi il n'y a pas besoin d'en savoir plus au quotidien. Mais il y a un ordre à respecter, et cet ordre, on a mis du temps à le découvrir. On l'a découvert qu'il y a 2 ans. Non, il y a même 3 ans maintenant. C'est d'abord vivant. Aujourd'hui, le seul indicateur du vivant qu'on ait, c'est le logo AB, agriculture biologique. On n'a que ce label, on n'a pas de label d'agroforesterie, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher si on veut manger vivant. Bon, on va raisonner d'un point de vue théorique. Donc l'idéal, c'est d'abord vivant. Ensuite, dans le vivant, on prend des vrais aliments. Donc dans le bio, on ne prend pas d'ultra transformés. Deuxième règle. Pourquoi elle vient en deuxième et avant les 2 autres? Parce que si vous n'avez pas appliqué le vrai par rapport au faux, vous allez végétaliser et varier dans l'ultra transformé. Et ça ne marche plus. Donc c'est bien vivant, vrai. Et ensuite, au sein des vrais et vivants aliments,
on végétalise et on varie pour l'équilibre nutritionnel. Et il y a 3 sous-règles dans les vrais aliments qui sont aussi fondées scientifiquement. Il faut favoriser les aliments solides à liquides, les féculents complets à raffinés, et évidemment, même chez vous, limiter l'ajout de sel et de sucre, puisque vous savez sans doute que le sel, c'est 5 grammes par jour, et le sucre ajouté ou libre, l'OMS parle de sucre libre, c'est pas plus de 5% de calories par jour, c'est-à-dire 25 grammes maximum, 5 morceaux de sucre maximum. Donc, on voit que ce qui est intéressant, c'est que dans cet arbre de décision de ces 4 règles, génériques et universelles, c'est quand même l'effet matrice qui est au cœur, essentiel et qui vient en premier. Vous voyez, solide, liquide, c'est la matrice, complet, raffiné, c'est la matrice. Et là, quand je dis ajout, c'est bien la matrice, parce que si on les ajoute, c'est bien que c'est des composés qui n'ont plus de matrice. Et ce qui pose problème, ce n'est pas le sucre en tant que tel, comme on l'a vu avec les fruits séchés et le soda, c'est le fait qu'ils soient libres et ajoutés. Parce que dans le mot libre de l'OMS, il y a bien l'idée que ce sont des sucres amatriciels ou acellulaires. Et c'est ce caractère amatriciel ou acellulaire qui pose problème. On retrouve aussi les 4 V dans la chaîne agroalimentaire. Le producteur, il s'adresse au vivant végétal varié ou l'inverse. Mais en tout cas, le rôle d'un producteur, c'est quoi? Qu'il soit agriculteur, éleveur ou pisciculteur, c'est de fournir des nutriments aux êtres humains. C'est ça, en fait, son rôle fondamental. Mais rappelez-vous, pour que les nutriments soient optimisés pour l'organisme humain au moment de la consommation, il faut que le transformateur transforme bien. Sinon, il peut déréguler le devenir métabolique des nutriments. Et donc, en fait, celui qui joue le rôle le plus important dans la chaîne, c'est bien le transformateur. Parce que s'il transforme de qualité, il peut stimuler en amont une production de qualité et en aval une offre alimentaire de qualité. Et on a beaucoup trop longtemps accusé le producteur de polluer et le consommateur de faire des mauvais choix, alors qu'en fait, le responsable prioritaire, c'est le transformateur et ensuite le distributeur. Et c'est d'ailleurs bien eux qui ont coopté toute la valeur de la chaîne agroalimentaire au détriment des 2 extrémités. On a fait un travail avec un grand distributeur mondial et on a travaillé sur ces 122 hypermarchés en France et on a regardé le caddie moyen par rapport aux 3V. Donc, vous voyez, le caddie moyen, c'est 41% de calories animales et 62% ultra transformés. On avait 585 000 tickets de caisse sur un an, donc c'est très, c'est assez robuste puisque c'est quand même beaucoup de tickets de caisse. J'ai passé un été entier à analyser tout ça. Ça a été très dur. Et ensuite, on s'est dit, on va simuler un caddie 3V à partir des tickets de caisse, des prix qu'on a, et on va voir le prix que ça coûte. Et si vous voulez, comme les calories animales sont quand même toujours un peu plus chères souvent que les calories végétales, en les divisant par 2, voire par 3, pour arriver à 20-15%, et en les remplaçant par des produits végétaux bruts, peu transformés ou normalement transformés, on a à peu près le même prix. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même en hypermarché, vous pouvez faire un caddie 3V pour à peu près le même prix. Alors évidemment, si vous ajoutez le vivant, donc le bio, puisqu'on n'a que ça aujourd'hui, ce sera plus cher, c'est évident. Mais en tout cas, si vous prenez un 3V, on va dire conventionnel, c'est à peu près le même prix. Donc c'est intéressant de voir qu'en faisant des choix différents en hypermarché, on peut quand même s'en sortir. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors ce n'est pas un encouragement forcément à aller en hypermarché, mais il y a des gens dont le mode de vie, malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, c'est bien de leur dire que, par exemple, si vous achetez une boîte de lentilles en carton, c'est pas très cher, ça se conserve bien, c'est un produit industriel. Et voilà, vous avez des conserves aussi de légumes qui sont pas forcément de mauvaise qualité. Les conserves ont été décriées à tort souvent. Vous pouvez acheter des légumes surgelés aussi. Un yaourt nature, c'est pas si cher, c'est même souvent moins cher qu'un yaourt aux fruits avec des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, vous voyez, en commençant à réfléchir et puis en choisissant un peu différemment, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Donc, j'arrive vers la fin. Donc, on pense aussi qu'il faut une approche holistique de l'éducation à l'alimentation. Donc, c'est une thèse que j'ai co-encadrée. Là aussi, je vais vous donner tout de suite les résultats. On a tendance à faire une éducation top-down, du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on considère les élèves comme des réservoirs ou des réceptacles à remplir de connaissances. Quand on agit comme ça ne marche pas parce qu'ils sont passifs et ils ne sont pas acteurs. Donc, ce qu'on a observé, nous, c'est que, en fait, l'idéal, c'est d'avoir une approche empirique proactive et horizontale et participative. C'est-à-dire que plutôt que de donner les conclusions théoriques toutes faites, on fait des jeux, des phrases d'accroche,
on fait participer les enfants, on les force à mobiliser leurs connaissances qu'ils ont empiriques du terrain en famille, et on les amène à la conclusion. Par exemple, on fait le jeu des pyramides technologiques et on leur demande de classer les aliments selon les 3 niveaux de transformation, brut, transformé, ultra transformé pour un même aliment. Ils adorent ça, ça marche très très bien, ils se trompent quasiment jamais. Et là, ils intègrent, parce qu'ils sont proactifs et c'est eux-mêmes qui arrivent à la conclusion. Enfin, une autre approche holistique de la recherche, c'est le concept de laboratoire vivant, ce qu'on appelle en anglais le Living Lab. C'est quoi? C'est qu'on va travailler avec des non-chercheurs pour collecter des données dans la vraie vie et on étudie notre population dans la vraie vie sans rien contrôler. Donc c'est l'inverse d'un laboratoire où vous contrôlez tout. Là, on ne contrôle rien. Donc c'est le projet Planète européen, il y a 11 pays, 9 laboratoires vivants et chacun étudie une population qui lui est propre. Moi, pour la France, j'ai choisi les 6-15 ans parce que c'est là que se forment les goûts et les habitudes alimentaires. Donc les enfants, vous voyez, sont au milieu du laboratoire vivant. Donc aujourd'hui, on a à peu près 350 enfants dans notre projet alimentaire territorial du Grand Clermont-Livradois-Forez. On a à peu près une quinzaine d'écoles et on mène des actions et on collecte des données avec des non-chercheurs, donc la société civile, les élus, les professionnels de la santé et de l'éducation, les acteurs de la chaîne agroalimentaire et des chercheurs locaux, évidemment, parce que comme le Living Lab est une approche holistique multidimensionnelle, moi, je n'ai pas toutes les compétences. Par exemple, en sociologie, je ne m'y connais pas. En géographie du territoire, je ne m'y connais pas, etc. Et donc, cette technique est très intéressante parce que les conclusions observées dans la vraie vie, comme elles sont empiriques, elles sont très robustes, beaucoup plus que des conclusions qu'on obtient en laboratoire où on contrôle tout. Parce que dans la vraie vie, en vrai, on ne contrôle rien. Donc, en conclusion, alors, c'est des pistes de réflexion pour si vous avez des questions. J'insiste beaucoup sur l'importance en alimentation pour que les choses soient simples et pas compliquées, confuses et contradictoires, de toujours d'abord avoir cette approche holistique. Et aussi sur l'ultra-transformation. Pour dire les choses autrement, dans un aliment ultra-transformé, ce n'est pas une partie de l'aliment qui pose problème, c'est l'ensemble. Parce que sinon, vous avez des milliers de combinaisons. Imaginez tous les 330 additifs, les 3000 arômes, tous les autres ingrédients, sans parler des cuissons, extrusions et des soufflages. Donc, si vous étudiez tout un par un, de manière réductionniste, c'est un processus sans fin. Et en l'an 10 000, on y sera encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, attention, mais ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la fin du processus pour appliquer le principe de précaution. Moi, ce que je propose, c'est de taxer les ultra-transformés en fonction du nombre de marqueurs, puisque c'est eux qui créent les coûts cachés. Et je rappelle que les coûts cachés qui sont produits par ces grandes multinationales de l'ultra-transformation, c'est nous qui les payons. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices immenses pour quelques-uns et des coûts cachés immenses pour nous tous. Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas à nous de payer les coûts cachés de santé, environnementaux et socio-économiques. Donc, c'est aux industriels comme pour le tabac de les payer. Et moi, ce que je propose, c'est que plus il y a de marqueurs, moins c'est bon pour la santé et l'environnement. Il faudrait une taxe croissante en fonction du nombre de mutes. Et l'argent récolté pourrait être réinjecté dans la prévention, la sécurité sociale de l'alimentation et l'accès à des vrais aliments aux plus défavorisés. Revaloriser l'acte alimentaire, bien manger n'est pas une question en fait, de temps et d'argent fondamentalement. Parce que si vous pensez ça, vous faites le jeu de l'ultra-transformation qui s'adresse au temps et à l'argent. Alors, excusez-moi de rappeler une évidence, mais l'alimentation soutient la vie. Et les ultra-transformés, malheureusement, sont vendus à la télé au même niveau que les voitures et les smartphones. Et ces aliments sont customisés comme les smartphones et les voitures. On change les couleurs, on rajoute des choses, on en enlève. Donc, on a rabaissé l'aliment à un produit au même niveau que des voitures et des smartphones. Donc, il faut revaloriser l'acte alimentaire. Donc, là, on est plutôt dans une question éthique. On sait que manger en groupe dans des lieux appropriés, c'est mieux que de manger un même repas seul devant un écran. L'éducation à l'alimentation dans le tronc commun. Alors, on ne devrait pas y être, mais malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de rajouter apprendre à manger, en plus de lire, écrire et compter. Apprendre à cuisiner, les expériences de terrain montrent qu'en fait, ce qui marche bien, c'est quand les enfants font avec la famille, c'est-à-dire pas tout seul. Il faut qu'il y ait un partage entre les deux et que ce soit une source de plaisir. Et enfin, repenser les environnements alimentaires des enfants, c'est-à-dire l'environnement alimentaire des enfants. En sociologie, on parle de meso-level, niveau moyen.
c'est les publicités. 9 publicités alimentaires pour enfants sur 10 sont ultra transformées. C'est la cantine, l'implantation des fast-foods autour des lycées, qui ne se fait pas par hasard. Hein. Autour des lycées, ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis, le choix des familles. Si vous voulez vous amuser et pas vous prendre la tête, vous pouvez lire La malédiction du cordon bleu, qui est une bande dessinée qui reprend mon premier livre ici en bleu, là. Donc, je ne sais pas si vous allez me reconnaître, mais je suis dans le bouquin à la fin avec les 3 V. Et voilà, c'est peut-être plus accessible pour des jeunes. Il y a 110 pages de bande dessinée. Et voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai noté l'acteur pivot du transformateur. Oui. Alors qu'habituellement, on a, je dirais, l'habitude de pointer du doigt la distribution. Et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus ? Oui. Alors, en fait, c'est surtout les transformateurs et les distributeurs qui ont coopté la majeure partie de la valeur de la chaîne agroalimentaire. Ça, c'est bien connu. Mais c'est vrai que la distribution joue un rôle essentiel. Par exemple, la guerre des prix dans la grande distribution a énormément stimulé l'ultra-transformation. Toutes les marques repèrent les premiers prix. Parce que pour arriver à des prix aussi bas, il n'y a pas de secret. Vous êtes obligé de remplacer une partie des ingrédients nobles par des marqueurs d'ultra-transformation qui sont très bon marché. Donc la guerre des prix dans la grande distribution telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui stimule l'ultra-transformation. Donc effectivement, les distributeurs jouent un rôle essentiel dans cette chaîne. Et il y a même des industriels qui sont dépendants des distributeurs. Donc vous avez... Alors, je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas économiste, mais vous avez sans doute raison, il est probable que même les distributeurs aient coopté encore plus de valeur que les transformateurs. Mais là, je n'ai pas de chiffre en tête, donc c'est juste une intuition. Moi, j'avais une question très très pratique, parce que j'ai souvent des discussions avec les jeunes sur le fameux jus d'orange du matin. Donc ça, c'était vraiment, parce que c'est récurrent avec... je travaille en lycée agricole, donc notamment avec des internes. Et puis, bon, ça, c'était la première question. Sinon, aussi, également, vous avez dit, on a une espérance de vie de 64 ans en bonne santé. 64,5, ouais. Oui, voilà, enfin, à peu près, voilà. J'ai cru comprendre que ça diminuait. Est-ce qu'on a des projections? Est-ce que ça augmente? Enfin, non, là, on est plutôt stable. Mais elle a été plus élevée dans les années 90. Voilà. Elle était à 67 ans dans les années 90. Et en fait, pourquoi elle a du mal à augmenter? C'est parce qu'en fait, les maladies chroniques arrivent de plus en plus tôt. Par exemple, on a des diabètes de type 2 aux États-Unis chez des ados de 20 à 30 ans. Alors, c'est le diabète du vieux, normalement. On a des maladies cardiovasculaires à 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants mangent tellement mal que les maladies chroniques arrivent plus tôt. Et plus les maladies chroniques arrivent tôt, forcément, sur la base du calcul de l'espérance de vie en bonne santé, elle ne peut pas augmenter, quoi. Donc, c'est un vrai problème. Moi, je discutais avec un enseignant-chercheur de l'université Clermont-Auvergne qui me disait qu'il avait, alors je crois qu'il était de formation médecin, qu'il a même vu un diabète de type 2 chez un jeune de 12 ans. Donc, en fait, on voit apparaître des maladies qu'on ne voyait pas apparaître chez les plus jeunes, qui apparaissaient à une certaine époque, plutôt après 55, 60 ou 65 ans. Donc, c'est vrai que les maladies chroniques, ça peut être une des raisons pour lesquelles cette espérance de vie en bonne santé a du mal à augmenter maintenant. Ah oui, le jus d'orange, il faut favoriser les formes solides à liquide. Donc, le jus doit être l'exception et le fruit entier la règle. Pourquoi? Parce que le jus d'orange, c'est des sucres libres. Et donc, l'OMS, quand il dit de ne pas dépasser 5% de calories en sucre libre, c'est les sucres des jus de fruits et les sucres ajoutés, industriels notamment, le sucre de table. Donc, si tous les matins, c'est seulement du jus, il faut mieux favoriser les fruits entiers. Et c'est tout bête, hein. Si vous prenez une orange, le temps de la peler et de la mâcher en 1 minute, vous allez consommer 3 fois moins de sucre qu'avec un jus d'orange. Parce que le jus d'orange, vous n'avez pas besoin de mastiquer, vous l'avalez tout de suite. Donc, on voit bien que l'effet matrice est fondamental, rien que dans l'exemple d'un jus et du fruit entier. Et là, ce n'est pas vraiment une question de composition d'abord, c'est une question de matrice. Donc, si votre seule façon de consommer, par exemple, des légumes et des fruits, c'est sous forme d'extracteur de jus ou de jus de fruits, c'est pas bon. Il faut
on a besoin de mastiquer parce que la mastication déclenche la satiété et la satiété est un régulateur de la prise alimentaire. Ouais. Derrière les colorants arômes naturels, vous savez ce qu'ils mettent? Ah bah c'est un marqueur ultra-transformation, vous savez, hein, que ce soit naturel ou de synthèse, ça reste un agent cosmétique. Alors, il n'y a peut-être pas de problème pour la santé, mais le problème, c'est qu'on crée des goûts hyper standardisés, exacerbés avec les arômes, et qu'un arôme purifié qui est une seule molécule n'a rien à voir avec le bouquet aromatique subtil d'un vrai aliment. Donc, si vous voulez, les arômes peuvent détourner les enfants des goûts plus subtils des vrais aliments. Donc, même s'il n'y a pas de problème de santé avec les arômes, ça peut poser d'autres problèmes qui sont de l'ordre de l'éducation au goût, par exemple. Et c'est des problèmes très importants. Bonsoir, merci. Oui. Pour par rapport, vous avez parlé du classement Nova qui différencie les différents degrés de transformation. On a le Nutri-Score qui est plus une approche, on dira, nutritionniste, enfin, je veux dire, Réductionniste. Réductionniste, voilà. Mais il est en train d'évoluer. Est-ce que vous pensez qu'en faisant évoluer ce Nutri-Score, qui est quand même aujourd'hui quelque chose qui est assez répandu maintenant en France, est-ce que ça pourrait être une aide pour le consommateur justement à éviter peut-être quelques écueils? Alors, moi, je me suis beaucoup exprimé. Hein. Je suis contre les scores de composition comme outil de choix pour les aliments, et c'est l'outil privilégié au niveau mondial, les scores de composition, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, c'est qu'un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement. Alors, il y a 10 raisons pour lesquelles je suis contre ces scores. Je n'ai pas le temps, mais on pourra peut-être en parler plus demain, puisque je pense qu'on aura plus de temps. Non. C'était, si vous voulez, l'approche scientifique derrière le Nutri-Score, c'est la même qui mène à l'ultra-transformation, c'est-à-dire l'ultra-réductionnisme et réduire l'aliment à une somme de nutriments. Donc, on ne pourra pas prévenir les maladies chroniques et l'obésité avec une approche qui crée l'ultra-transformation et l'obésité. Donc, moi, je suis contre les scores de composition pour des raisons scientifiques. Je me suis beaucoup exprimé là-dessus. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, évidemment. Non, un aliment sain est moins transformé, donc il faut des scores du degré de transformation. Alors, demain, j'aurai plus le temps d'en parler du score SIGA qu'on a développé, où justement, on prend en compte le degré de transformation et ensuite l'ajout de sel, sucre et gras. Mais je dis l'ajout. Alors que les scores agrégatifs, mais il n'y a pas que le Nutri-Score, il y en a d'autres, ils prennent les sucres totaux et les acides gras saturés totaux. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas les totaux. Rappelez-vous le fruit séché et le soda. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est ajouté ou pas ajouté. Est-ce que l'ingrédient est matriciel ou non matriciel? C'est ça le fond du problème. Donc tous ces scores, pour moi, c'est de l'ancien monde, c'est même de la préhistoire. Aujourd'hui, les sciences sont tellement avancées en nutrition qu'on a suffisamment d'éléments pour développer des scores. En fait, quand vous choisissez un aliment, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, ce n'est pas la composition, c'est les ingrédients, la qualité des ingrédients. C'est ça le vrai potentiel santé de l'aliment. Donc, malheureusement, c'est écrit en tout petit, en 10 langues différentes, et il faut tourner 6 fois l'emballage avant de tomber sur la liste des ingrédients. Et si vous n'avez pas vos lunettes, c'est compliqué. Hein. Même moi, avec les lunettes, des fois, j'ai du mal. Donc non, nous, on avait créé le score SIGA justement pour prendre en compte le degré de transformation et la composition, mais la composition en termes d'ajout. Parce que seul l'ajout pose problème. Par exemple, les fromages, c'est du gras, mais naturel. C'est du gras matriciel, ce n'est pas du gras ajouté. Et ça change tout. Donc voilà, donc il y a plein de raisons il y a 10 raisons scientifiques pour lesquelles je suis contre les scores de composition, mais je n'ai pas trop le temps aujourd'hui, on pourra voir ça demain en plus en détail. Tout à l'heure, vous avez évoqué les régimes végétaliens et véganes qui sont les plus gros consommateurs de produits ultra transformés. Ouais. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu développer et justifier ça et parler peut-être des végétariens éventuellement? Parce qu'en fait, avec tous les substituts de produits animaux, les laits végétaux, les fromages, tout ça, c'est ultra transformé. Puisque l'ultra-transformation, c'est notamment un des objectifs, c'est d'imiter les vrais aliments. Donc, quand on veut imiter les produits animaux, avec du végétal, on est quasiment obligé d'ultra-transformer. Et puis, un soda, je vous rappelle, c'est 100% végétal. Hein. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'un produit végétal n'est pas sain en essence. S'il est trop transformé, il peut être encore plus malsain qu'un produit animal ou de la viande rouge.
Il y a pas mal d'études qui le prouvent, où ils ont séparé justement dans les études épidémiologiques les produits végétaux en sains et non sains. Et on se rend compte qu'avec les produits végétaux non sains, on obtient les mêmes. Par exemple, une étude de 2017, Satija et collaborateurs ont montré que pour chaque augmentation de produits végétaux non sains, c'est-à-dire très transformés, le risque de maladie coronarienne augmente de la même manière que pour chaque augmentation de produits animaux. Donc, il faut vraiment bien prendre en compte que cette dimension du degré de transformation est la plus importante de toutes. Je profite que j'ai le micro, j'ai une question, puis après je la passe à Pierre. Et juste comme ça, quand disent les agences nationales de santé, est-ce que les normes sont en train de changer? Est-ce que ce qu'on a entendu ce soir infuse petit à petit? Enfin... Oui, les choses bougent. Alors après, vous comprendrez que ce soir, j'ai quand même beaucoup d'ennemis. Non, je rigole. Je mets un peu les pieds dans le plat, c'est vrai. L'approche holistique est quand même une approche de rupture. Mais en ce qui concerne votre question, j'ai prévu demain d'en parler, notamment le rapport de l'ANSES sur l'ultra-transformation. Je vous donnerai mon avis. J'ai prévu une diapo là-dessus pour en débattre. Là je n'ai pas approfondi, je n'ai pas été autant en détail que je dirais demain. Alors, moi, la question, elle est simple ou compliquée, je ne sais pas. Nous avons un internat et on a des céréales ultra transformées le matin au petit-déj. Les élèves sont demandeurs de ce genre de céréales et on n'a aucune offre, nous, en fait, à leur proposer autre sur le marché. Et en fait, voilà, c'est la problématique, elle est là. C'est que si on ne leur met pas, ça râle. Si on leur met, on sait que c'est pas bon. Et en fait, on ne sait pas, on n'a pas de solution actuelle, comment on peut sortir de ça. Si vous mettez des flocons d'avoine ou des muesli, ça ne marche pas. Alors, les muesli, ils ne les mangent pas. Et les flocons d'avoine. Ils aiment les chocs à pic, ils aiment les miel pops, ils aiment vraiment ces céréales ultra transformées, enfin ils les aiment. Parce que les industriels ont bien fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à les conditionner à des propriétés organoleptiques faciles d'accès, peu exigeantes au niveau de la mastication. Les enfants finissent par avoir la flemme de mastiquer. On vante les pommes potes alors qu'il faudrait vanter les pommes entières. Et la pomme pote, vous mastiquez pas. Et donc, nos enfants mastiquent de moins en moins. L'offre ultra transformée est beaucoup moins masticable, plus friable, plus poreuse. Alors, comment faire? C'est une question difficile. Pour l'instant, je ne sais pas. Il faudrait interdire les publicités, peut-être alimentaires ultra transformées pour enfants, ce que pour l'instant, certains élus politiques anglo-saxons commencent à réfléchir dessus. C'est-à-dire les interdire définitivement. Il faudrait interdire les publicités pour les chocs à pic, les miel pops, les Cheerios. Parce que s'ils ne les voyaient plus à la télé, parce que là, ils mangent parce qu'ils voient à la télé. Mais s'ils ne savaient pas que ça existait, ils iraient vers autre chose. Alors là, je raisonne en direct, je ne sais pas si ce que je dis est juste. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler sur les 6-15 ans, parce qu'une fois qu'ils sont conditionnés à l'ultra-transformation, c'est très compliqué de revenir vers les goûts subtils et exigeants des vrais aliments. Enfin, en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire toute une éducation au départ, quoi. C'est ça. Parce que nous, depuis la visite de Noémie, on a arrêté carrément les chocs à pic. On a mis des mueslis, mais on les a agrémentés avec des bananes séchées, des choses comme ça, des fruits secs. Et pour l'instant, ça passe assez bien. Mais il y en a quand même qui réclament leur choc à pic. En fait, c'est une éducation à faire au départ, je pense. D'éducation, d'information. La tâche est rude, mais pas impossible. Moi, j'avais une question par rapport à votre dernière diapo où vous faisiez différentes recommandations. Et qu'est-ce que vous en avez fait, par exemple, sur le fait de taxer les aliments. Enfin, est-ce que voilà. Oui, alors avec mes petits bras musclés, moi je peux pas faire. Moi, je suis chercheur. Ma mission première, ça a été en tant que chercheur d'essayer de changer de paradigme. Déjà, c'est-à-dire une bataille sémantique, une bataille on pourrait parler de bataille de paradigmatique. Cette bataille est en train d'être gagnée malgré tout. Là, on fait de la recherche-action avec les non-chercheurs. Donc, moi, je fais vraiment tout ce que je peux, au point même d'être carbonisé en fin de semaine, c'est-à-dire entre les conférences, les médias, les cours, les formations, l'éducation,
les recherches-actions, recherches participatives, plus tout le reste. Depuis 10 ans, je donne vraiment tout ce que je peux, quoi. Mais ça en vaut la chandelle. Et puis après, c'est de faire apparaître des gens qui vont compléter mon travail. Par exemple, il y a de plus en plus de diététiciens qui reprennent mes travaux. Enfin, pas que les miens aussi. Il y a d'autres chercheurs, mais on n'est pas si nombreux que ça. Donc, c'est à chacun de jouer sa petite pierre. Et surtout, ce qui est important, c'est d'arrêter de dire que c'est la faute de l'autre et j'y peux rien. La faute à Dudule. En fait, c'est pas la faute à Dudule. C'est tout le monde a un rôle à jouer. Moi, en tant que scientifique, je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait pas dans notre façon de faire. Et c'est là que j'ai découvert vers 2011-2012 qu'on était trop dans l'ultra-réductionnisme et que cette approche était à bout de souffle. Donc, j'ai essayé de jouer mon rôle en tant que chercheur. Au lieu de me dire c'est la faute des autres, il faut toujours se demander, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ceux qui disent toujours c'est la faute des autres, on n'y peut rien, les lobbies sont très puissants, c'est un argument un peu fallacieux pour dire j'ai pas trop envie de me bouger, ça m'arrange bien ça m'arrange bien que je n'y puisse rien. Vous voyez ce que je veux dire? Inconsciemment, un peu. Excusez-moi, c'est peut-être un peu sévère ce que je dis, mais je le pense parce qu'en fait, on peut tous faire quelque chose, tous. Moi, je voulais juste en profiter pour faire un petit peu de... Comme vous avez parlé de Michel Duru tout à l'heure, oui. Qui est chercheur également, et du coup, le PAT Sud-Lozère, là, avec le Parc National des Cévennes, on organise une journée de la bio le 5 novembre, et du coup, Michel Duru viendra en soirée faire une conférence sur notamment agriculture, élevage et les enjeux territoriaux, etc., de santé. Donc, les Lozériens, Suévenols ou personnes du coin, c'est une conférence gratuite, ouverte à tout le monde, le mercredi 5 novembre, sur le Cosméjean, par contre, c'est pas à Florac, à Mas-de-Val. Il y aura sûrement moyen de covoiturer à 18h30. Oui, moi je vais faire écho du coup à votre question. C'est vrai que moi je suis diététicienne et c'est vrai que je commence à me demander si les pouvoirs publics ont vraiment envie qu'on soit et qu'on reste en bonne santé. Je suis d'accord sur l'éducation nutritionnelle, l'éducation alimentaire. Il faudrait tout revoir, faudrait tout réapprendre à l'école, et en même temps nous côté diététicien, en fait on nous soutient pas non plus. Il y a aucune prise en charge de la sécurité sociale par exemple, alors que c'est quelque chose de quotidien. Enfin voilà. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Après l'alimentation n'est pas assez au cœur. Moi, j'aime bien revenir à des évidences toutes bêtes. C'est quand même ce qu'on met dans notre corps tous les jours. Donc, ce qu'on met dans notre corps tous les jours, c'est comme une voiture. Hein. Si vous ne mettez pas le bon carburant, no bueno. Bonsoir. Juste, on est plusieurs ici à être enseignants en génie alimentaire. Donc, nous, ce qu'on apprend, justement, c'est à nos élèves à tout ce qui est transformation alimentaire. Donc, je pense que si on veut avoir une action pour les futurs transformateurs industriels agroalimentaires, ça peut être aussi par le biais de formation auprès de notre chaire d'enseignants, en fait, où nous, justement, on va former tous ces futurs transformateurs de l'industrie agroalimentaire. Et donc... je suis bien contente d'être là à cette formation. Il y a des choses que je savais déjà, mais il y a des choses qui me touchent bien dans ce que vous avez dit, qu'on a parlé déjà cette semaine. Mais c'est vrai que je pense que même s'il y a des choses que nous, on apprend, qu'on a appris, qu'on continue, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se forme, parce qu'on apprend encore. Mais je pense que c'est aussi un public qui est important de toucher. Et surtout, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, l'ultra-transformation, le fait de s'y opposer, c'est en fait presque respecter les industries agroalimentaires. Puisqu'on est en train de leur dire, là, vous allez trop loin, quoi. Alors que vous pouvez faire beaucoup mieux. Donc, en fait, elle pourrait prendre cet élément comme un moyen, justement, de se réformer, de mieux transformer. Parce qu'on a besoin des industries agroalimentaires. Donc, il n'y a pas de discours anti-industriel, comme souvent on essaye de faire passer les gens comme moi qui soutiennent Nova. Vous êtes anti-industriel. J'ai jamais été anti-industriel. Je mange des produits industriels quasiment tous les jours. Mais ce qu'on est en train de dire, il faut mieux transformer, quoi. Il faut, en plus que 30% de l'offre industrielle en France n'est pas ultra transformée. C'est bien la preuve qu'il y en a qui font des produits de qualité. Les pâtes alimentaires, c'est un produit industriel, mais qui est très bien. Des yaourts nature, enfin, il y en a plein. Donc, ils sont capables de faire. Mais là, c'est l'argent qui a pris le pas. Et l'ultra-transformation, le but, c'est essentiellement financier, on ne va pas se mentir.
Je reviens sur le régime végétarien. Est-ce que vous pouvez éventuellement en parler sur Alors, les études scientifiques montrent que c'est plutôt protecteur, c'est plutôt un bon régime. Après, on dit quand même qu'il faut faire attention, même si on est végétarien, à la vitamine B12, parce que les œufs et le lait en contiennent un peu moins que la viande. Après, je ne suis pas spécialiste de ce régime, mais vous pouvez être végétarien et manger plus de produits animaux qu'un flexitarien. Hein. Si vous mangez énormément d'œufs et de lait, voilà. Donc, vous pouvez être flexitarien et pas manger beaucoup de produits animaux. Donc, le régime végétarien, si on regarde la science, c'est protecteur. Après, pour les plus jeunes et les moins de 18 ans en croissance, là, je ne me risquerai surtout pas là-dessus. Parce que c'est un sujet ultra sensible que je ne connais pas assez bien. Il faudrait que je fasse toute la biblio scientifique pour pouvoir répondre. Et je ne l'ai pas faite. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a des médecins qui alertent les parents, attention à pas, au moment du sevrage, à pas que votre enfant soit végétalien, quoi. C'est-à-dire sans produits animaux. Je sais que j'ai vu des alertes à ce niveau-là, parce qu'il y a eu des problèmes chez les enfants. Mais je dirais que pour les adultes et le végétarianisme, la seule alerte que j'ai pu voir, c'est être un peu vigilant sur la B12, simplement. Mais sinon, la science montre que c'est plutôt protecteur des maladies chroniques. Tout à l'heure, vous avez dit, si j'ai bien entendu, que local n'est pas forcément égal à durable. Ouais. Ok. Est-ce que parce que par exemple, si vous multipliez les transports en voiture pour aller prendre un aliment à droite, un aliment à gauche, ça peut coûter plus cher en carburant fossile que de prendre un gros camion qui fait une plus longue distance avec tous les aliments dedans. Et donc, il y a le Sénat dans un rapport qui avait mis en garde contre l'idéologie de l'hyperlocalisme, qui n'est pas forcément plus durable. Et puis de toute façon, on ne peut pas manger 100% local. Parce que si vous mangez 100% local, adieu le cacao, adieu la vanille, adieu l'ananas, adieu les bananes. Et il y a des pays, si vous leur dites de manger 100% local, ils vont vous rire au nez. Parce qu'ils n'ont pas assez de surface agricole pour nourrir leur population. Ce qui est le cas de l'Égypte, 110 millions d'habitants. Et ils n'ont pas assez de surface, donc ils sont obligés d'importer. Les pays désertiques, de neige ou de sable, si vous leur dites de manger 100% local, ils vont dire vous êtes complètement hors sol. Donc, il faut faire attention au dogmatisme et à l'idéologie. L'idée, c'est plutôt de dire on a été trop loin dans l'international, notamment avec l'ultra transformé, et il faut rééquilibrer. Il faut essayer de retrouver une forme de souveraineté qui peut d'abord être européenne, ensuite nationale, et puis quand on peut faire du local, c'est bien. Mais on n'arrivera jamais à du 100% local, c'est même pas souhaitable parce qu'il n'y aura plus d'échanges culinaires. L'alimentation, c'est aussi des traditions culinaires qu'on échange de pays à pays. Donc voilà, l'alimentation est souvent une science du milieu, c'est-à-dire de mesure et de pondération. Donc, il faut faire attention aux extrêmes. Mais là, on a été clairement trop loin dans l'international, ça c'est sûr. Et il faut donc relocaliser, puisqu'on a été trop loin. Mais le rapport du Sénat, je me rappelle, il disait ce qui est le plus important pour la planète, c'est que les pays soient davantage souverains au niveau national, alimentairement, et surtout éviter les importations de déforestation. Ça, c'est dramatique pour la planète. Donc, ils insistaient plutôt sur ces deux aspects. Mais oui, manger local, c'est quand même bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, oui, alors le café et le cacao, faudrait en manger avec plus de modération qu'on le fait aujourd'hui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est tellement complexe. Après, il faudrait prendre du café équitable. Moi, je prends du Malongo, par exemple, parce que je sais que c'est des petits producteurs équitables. Pardon ? J'ai pas entendu, excusez-moi. Max Sablard ? Je n'ai pas compris. Ah oui, mais Max Sablard, c'est qui? Ah, d'accord. Ah ouais. Non, après, oui, il faut, parce que après, les chaînes sont longues. Après, qui c'est qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a des ouvriers bien traités, des gens dans les champs et qui sont bien traités? Ouais, il y a plein de choses à voir. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche holistique. Et donc, il y a le Planet Score, d'ailleurs, qui est de plus en plus
qui est de plus en plus plébiscité. Donc Michel Duret et moi-même sommes dans le comité scientifique. Et le Planet Score est très holistique et il va prendre en compte justement bientôt le degré de transformation qui va être ajouté, en plus des 3 autres dimensions. Donc là, on a un score qui est assez holistique et qui est intéressant pour bien choisir ses aliments, et notamment des aliments qui peuvent venir de loin. Vous nous avez exposé, je ne sais pas si c'était franco-français, vos résultats. Qu'en est-il, par exemple, sans aller forcément jusqu'aux États-Unis, qui sont un peu souvent cités en mauvais exemple, qu'en est-il au niveau européen? Est-ce qu'on est des bons élèves, des mauvais élèves, des élèves moyens de l'Europe? À quel niveau, vous voulez dire Au niveau justement de cette alimentation trop ultra transformée. Ah bah, c'est les pays anglo-saxons qui sont les plus gros consommateurs. Dans les pays occidentaux, l'Europe du Sud moins, puisqu'on a des traditions culinaires plus fortes et le régime méditerranéen, donc l'Espagne, la France, l'Italie notamment. Mais les pays, sans surprise, les pays anglo-saxons, parce que les traditions culinaires sont moins ancrées. Pour eux, manger, c'est plutôt se nourrir et se mettre des calories dans le ventre. Aux États-Unis, ils peuvent manger tout le temps. Ils fractionnent beaucoup dans la journée. Ils n'ont pas forcément le même rythme des 3 repas par jour. Donc, ça a moins de valeur que pour d'autres pays. Et puis après, dans les pays émergents et en développement, ce n'est pas les plus gros consommateurs, mais malheureusement, les taux de croissance sont à 2 chiffres. Et c'est là que le marché se développe le plus rapidement. Donc, il y a une forme de colonisation alimentaire des grands pays émergents et des pays en développement par l'ultra transformé. Ainsi, j'ai un collègue chercheur indien, d'origine indienne, qui me dit qu'effectivement, la street food, qui était d'abord basée sur des produits locaux, des produits indiens, même s'ils sont vendus dans la rue, maintenant on voit apparaître des produits, des barres chocolatées, des chips, etc. quoi. Donc il y a une espèce de remplacement progressif des vrais aliments par cette alimentation hyper standardisée. Mais c'est les pays anglo-saxons les plus gros consommateurs, donc Australie, Nouvelle-Zélande, enfin surtout Australie, Canada, Amérique et Royaume-Uni. Pays-Bas aussi pas mal. Moi, je voulais savoir quel était votre lien avec le corps médical, parce que pour avoir des parents qui ont eu des problèmes de santé, on leur a dit remplacer le beurre par de la margarine. Donc, prenez de l'ultra transformé, et c'est un conseil médical. Non, faut prendre du beurre. Donc, je voulais savoir si vous arrivez à convaincre, si vous avez des réseaux pour convaincre. Ah oui, c'est sûr que médical. Quand vous commencez à dire qu'il faut mieux prendre du beurre que de la margarine, il y a des gens qui vous tombent dessus, quoi. Mais après, si vous choisissez, comme je vous ai dit, dans les 3 V, vous savez que le beurre est une graisse animale, donc il faut, avec modération, et favoriser les graisses végétales, les huiles, et plutôt vierges, donc peu transformées, pour la règle vraie, et le tour est joué. La margarine, il n'y a pas plus. La margarine, c'est de la chimie comestible, c'est pas un aliment. C'est un produit créé de toutes pièces par l'homme. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer, demain je pense que j'aurai plus le temps, mais quand vous connaissez l'origine de la margarine, vous avez compris que c'est une arnaque, quoi. Et vous n'avez pas parlé non plus de la cuisson. J'imagine tout ce qui est ultra transformé, c'est ultra cuit. Oui, alors ça dépend. La cuisson en tant que telle, c'est ce qu'on appelle un traitement thermique. C'est pas des techniques d'ultra transformation. Quand je dis cuisson, par contre, cuisson, extrusion, oui, mais c'est surtout le mot extrusion avec cuisson, et c'est des cuissons à très très haute température, des pressions très fortes, ce qui fait. Après, l'upérisation haute température UHT, c'est aussi une très haute température, mais c'est pas une technique d'ultra transformation. Donc c'est encore un problème à part. Et puis la cuisson peut produire des composés, comment on appelle ça, des néoformés par exemple, qui est aussi une autre problématique, mais qui n'est pas une problématique au sens strict de l'ultra transformation. On peut créer des néoformés sans, même nous-mêmes, en cuisant. Les viandes au barbecue, je crois, par exemple, etc. Mais c'est pas une problématique. Ça peut être une problématique de santé, mais pas spécifique à l'ultra transformation. C'est ça que je veux dire. Et en tout cas, on voit que les échanges sont riches. Et merci Anthony pour ton intervention. Je voulais dire aussi, pour préciser, que ce qui nous a plu dans la démarche de Anthony, c'est que c'est un chercheur qui dit et qui fait.
puisqu'en fait, il fait véritablement de l'éducation alimentaire avec des projets au niveau européen. Tu nous en parleras peut-être un peu plus demain, ou tu veux dire un mot sur... C'est planique, c'est-à-dire que oui, on fait des actions, c'est de la recherche-action, donc moi je ne suis pas spécialiste, donc j'ai recruté une chercheuse là-dessus, qui c'est elle qui mène surtout la barque. C'est très énergivore, c'est épuisant la recherche-action, beaucoup plus que... Mais je pense que c'est l'étape nécessaire maintenant, c'est-à-dire que voilà, on a élaboré plein de théories et de concepts que l'on pense robustes et solides. Et donc maintenant, l'idée, c'est comment utiliser... Parce que tout commence toujours par les théories, on dit au commencement était le verbe, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une théorie, parce que si vous agissez sur la base d'une fausse théorie, vous pouvez, malgré tous les efforts que vous faites, aggraver la situation, si la théorie n'est pas en phase avec le réel. Donc on voulait d'abord élaborer des théories solides en partant du réel, pour ensuite passer à l'action, et là on est dans l'action, et c'est un travail de longue haleine, mais moi je suis un optimiste, mais je me dis de toute façon, il faut mieux faire quelque chose que de ne rien faire.